Hey, salut la gang! Aujourd'hui, on va aller parler des concepts du NAT. Vraiment pas trop sorcier, mais super important. Puis on va faire référence à des petites affaires qu'on a déjà vues dans le passé. Fait je me suis mis des petites notes de trucs qu'on va parler d'eux aujourd'hui pour être sûr qu'on comprenne bien. Puis dans une deuxième vidéo, on va aller configurer le NAT. Fait que le NAT, c'est quoi? NAT, c'est pour Network Address Translation, donc traduction d'adresse. NAT, c'est un diachylon, un band-aid, un plaster, appelle ça comme tu veux. C'est une solution temporaire. Okay, un quick fix, là, un hacks. C'est vraiment de quoi qu'on a mis en place qui était supposé d'être en attendant. Puis malheureusement, ça fait genre 30 ans qu'on l'utilise, puis on est loin d'arrêter de l'utiliser. C'est un diachylon là, vraiment, vraiment robuste. Il risque d'être là pour, peut-être pas l'éternité, mais pour longtemps, parce que vous le savez, IPv6, c'est supposé de remplacer IPv4, mais ça fait extrêmement longtemps qu'on dit que ça va le faire, puis on le fera probablement, peut-être pas jamais, mais un jour, mais dans longtemps. Je sais pas quand. Fait que ça veut dire, on manque d'adresse IPv4, puis on le sait. Donc, il y a un certain moment, il y a très longtemps, dans une très lointaine galaxie, les sorciers de l'Internet se sont dit « Hey, on va inventer quelque chose », la RSC 1918 qui dit « Il y a 3 plages d'adresse IP privées ». C'est la loi. Fait que les adresses 10.0.0.0/8, 172.16/12, puis 192.168/16 sont des plages d'adresse IP privées. Donc, tout le monde a le droit d'utiliser ces adresses-là. C'est free for all. Moi, je peux prendre 192.168.0.1. Toi, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Tout ce qui est dans ces 3 plages d'adresses-là, tout le monde a le droit de l'utiliser. Mais là, le problème, c'est que si on utilise toute cette adresse-là, Colin, fait que si tu regardes mon petit diagramme ici, le serveur, il y a 192.168.10.10, le PC2, 10.11, 10.12. Dans leur réseau local, il y a chacun a une adresse unique. Mais sur l'Internet, là, le PC4 qui est chez eux, là, qui est c'est peut-être moi chez nous, on ne le sait pas, il y a peut-être la même adresse que l'un des PC ici, parce qu'il est dans son réseau local. Mais là, le problème, c'est que s'ils veulent parler ensemble, ça ne marche pas. Parce que je ne peux pas parler avec quelqu'un qui a la même adresse que moi. C'est impossible. On l'a appris ça en réseau 1 ou dans le premier CCNA. Fait on a inventé NAT pour dire, OK, tout le monde, on peut utiliser les mêmes adresses dans nos réseaux respectifs, mais on va traduire nos adresses en adresses IP publiques ou adresses qui ne sont pas privées, donc les autres adresses, pour permettre aux gens de communiquer entre eux. Fait que le NAT est né grâce à ça. Fait que NAT permet de traduire une adresse privée à publique. C'est juste ça que ça fait. Mais le problème, c'est qu'il faut que le routeur garde trace de tout ça, puis ça demande bien de la job. Il faut qu'il sache qui avait quelle adresse, qui est allé où, qui a fait quoi, qui est revenu. Bon, c'est beaucoup de job. Sérieusement, là, ton routeur, il coûte peut-être la moitié du coût de ton routeur, c'est à cause du NAT, parce que ça demande vraiment beaucoup de ressources puis de mémoire vive pour garder trace de toutes les traductions, puis bon, ainsi de suite. Pour ça, des fois, les vieux routeurs, s'il y en a qui en ont eu à la maison, là, que des fois, une fois par semaine, il fallait que tu le redémarres parce que ton Internet ne marchait plus. Des fois, ton routeur il était comme surchargé ou il n'avait pas effacé sa table de traduction NAT. Ça pouvait arriver. J'ai déjà vu ça quand j'ai fait du support dans mon début de carrière. Fait que le NAT, là, c'est pas le fun, mais on n'a comme pas le choix. C'est une solution vraiment diachylon, puis on est pris avec pour le moment, puis ça va être là pour un petit bout encore. Fait que, comment ça marche le NAT? Le NAT, il y a 3 façons de faire du NAT ou de la traduction d'adresse. Soit je peux traduire une adresse, ce qu'on appelle de façon statique. Le NAT statique, là, c'est comme les adresses IP. Une adresse IP statique, on trouve ça où? D'habitude, c'est sur un serveur. Un serveur a une adresse IP statique parce que le serveur a besoin d'être rejoignable par les clients. Les clients, les PC, là, comme PC2, 3, ils ont sûrement des adresses DHCP parce que on s'en fout. J'ai rarement besoin de parler à un PC. C'est le PC qui a besoin de parler au serveur, parler à l'Internet, parler à quelque chose. Donc, les PC, on leur donne souvent des adresses DHCP parce que c'est pas vraiment grave l'adresse IP qu'ils ont, tant qu'ils ont une adresse qu'ils peuvent communiquer. Les serveurs, eux, par contre, ils ont besoin d'une adresse statique la majorité du temps, 99,9% du temps, parce qu'ils offrent un service. Serveur, service, ils font quelque chose pour les autres, donc il faut qu'on puisse les rejoindre pour communiquer avec eux, normalement. Fait le NAT statique, c'est très souvent plus pertinent pour les serveurs ou les appareils qui offrent un service parce qu'on veut les rejoindre depuis l'Internet. Donc, le NAT statique, c'est le seul NAT, le seul des 3 NAT qui nous permet de rejoindre l'adresse à l'intérieur du réseau. Fait que, si tu regardes ici, mon PC 4 qui est sur l'Internet peut rejoindre 209.165.200.226 parce que il y a un NAT statique entre l'adresse 192.168.10.10 et l'adresse publique 209.165.200.226. Fait que logiquement, si je fais un NAT statique, je peux rejoindre cette adresse-là depuis l'Internet. Fait que je peux faire ping ou SSH, tu vois, ça va traverser, ça va aller au serveur parce que le routeur, on a traduit 192.168.10.10 à 209.165.200.226. Puis là, tu vois, j'ai mis dans l'exemple qu'on a traduit statiquement aussi le PC2 puis 3. Mais le problème du NAT statique, c'est que
c'est permanent. On le configure, puis ça reste dans le routeur. Fait qu'on dit au routeur, traduis cette adresse à cette adresse. Puis c'est ça qui fait que l'Internet peut rejoindre nos adresses internes traduites avec le NAT statique, parce qu'on a fait une entrée permanente. Fait que quand un paquet arrive au routeur, il dit « Hey, je veux parler à 209, 165, 200, 226 », le routeur le traduit, puis change l'adresse, puis l'envoie à serveur. Vraiment aussi simple que ça. Fait que le NAT, il va enlever l'adresse IP source ou destination selon la direction, puis il va remettre la bonne adresse pour se rendre à l'appareil. Fait que si un paquet du serveur veut aller à l'Internet, la source c'est 192.168.10.10, il arrive au routeur, le routeur dit « Ah, j'ai une entrée NAT, j'enlève l'adresse source, il met la nouvelle adresse source, ça s'en va à l'Internet. » Si l'Internet veut parler au serveur, l'Internet va faire ping ou SSH 209, 165, 200, 226, ça arrive au routeur, le routeur dit « Ah, j'ai une entrée NAT, j'enlève l'adresse 200, 226, je vais remettre maintenant la bonne adresse. » Fait que le paquet change, l'adresse IP change. Hein, on a déjà dit dans le CCN1, une adresse ne peut jamais changer du début à la fin d'une communication. Ben voici la seule exception, ou une des seules exceptions. C'est pas la seule, mais c'est une des rares exceptions. Fait que ça, c'est le NAT statique. Fait que le NAT statique, l'avantage, on peut rejoindre l'appareil depuis l'Internet. C'est bidirectionnel, donc on peut sortir à l'Internet peut parler avec nous, mais l'inconvénient, c'est une adresse par appareil, puis c'est permanent. On le donne, puis on configure pour un appareil, puis c'est fini. Fait que ça, c'est le NAT statique. Ensuite de ça, on a le NAT dynamique. Si on regarde le NAT dynamique, ben, c'est similaire. On va traduire une adresse à une autre, mais là, on va se spécifier une plage ou un bassin. On appelle ça un NAT pool ou un pool NAT. Donc, un bassin d'adresses. Puis on va dire, OK, moi, je fais un bassin, là, puis tu peux voir ici, j'ai un bassin d'adresses publiques, là, 209, 165, 200, 226, 227, 228, 229, 230. J'ai fait un bloc d'adresses IP publiques. Puis là, ben, quand un appareil veut aller sur l'Internet, il va arriver au routeur, boum, le routeur va dire, ah, j'ai-tu une adresse de disponible? Oui, il prend la première de disponible, il la donne au PC. Fait que tu vois, 10.12, c'était le PC3, c'est le premier qui a fait un ping, ben, il peut quitter, puis il va emprunter cette adresse-là. Si un deuxième PC veut aller sur l'Internet en même temps, il va prendre la deuxième adresse, troisième adresse. Puis si jamais il n'y a plus d'adresse de disponible parce qu'il y a trop d'appareils qui veulent aller sur l'Internet en même temps, ben là, il n'y a plus personne. Les nouvelles personnes qui veulent aller sur l'Internet sont pris à attendre qu'il y ait une adresse de libre. Fait que l'avantage du NAT dynamique, c'est qu'on donne une adresse à chaque appareil dynamiquement, mais c'est qu'on doit donner une adresse pour chaque appareil qui va aller sur l'Internet. C'est juste que c'est dynamique. Fait que si, disons, j'ai une mini-entreprise puis j'ai 10 adresses IP publiques, mettons que je suis chanceux, j'ai bien des adresses IP publiques, je suis riche. Fait que si j'ai juste 5 employés puis j'ai 4 adresses IP publiques, puis il y en a juste 4 qui vont sur l'Internet en même temps, ben c'est correct, ils vont prendre une des adresses, puis quand ils ont terminé, l'adresse redevient libre pour une prochaine personne. Le problème du NAT dynamique, c'est que c'est rare qu'une entreprise va avoir assez d'adresses IP publiques. Ben, c'est impossible qu'une entreprise ait assez d'adresses IP publiques pour tous les employés ou tous les appareils qui vont sur l'Internet. Le NAT dynamique, il est plus souvent combiné avec la troisième type de NAT qu'on va voir dans 2 petites minutes. Mais c'est ça. L'autre désavantage du NAT dynamique, c'est que vu qu'on donne des adresses aléatoirement, c'est quand le PC veut parler à l'Internet qu'on lui attribue une des adresses disponibles dans la plage qu'on a spécifiée, ben l'Internet ne peut pas pigner ou parler avec les appareils à l'intérieur. Fait que l'Internet ne peut pas réussir à parler à PC3, 2 ou le serveur parce qu'on a fait une plage d'adresses dynamiques. Fait que si je fais ping 209, 165, 200.226, à qui caler cette adresse-là? Si elle n'est pas attribuée à personne, ça ne marche pas. Fait que ça va juste permettre une communication qu'on appelle unidirectionnelle, c'est-à-dire si je fais du NAT dynamique puis je fais un bassin, les PC peuvent quitter à l'Internet, les paquets peuvent revenir, la réponse va fonctionner, mais l'Internet ne peut pas communiquer avec les PC directement. Fait qu'on ne peut pas initier une communication depuis l'Internet. Un peu comme toi en ce moment avec l'Internet. Toi, chez toi, tu peux quitter, tu peux aller à l'Internet te répond. Mais l'Internet ne peut pas parler directement à ton PC si tu fais du NAT traditionnel de maison qui n'est pas du NAT statique en fait. Surprise, surprise. Fait que le NAT dynamique nous permet de conserver une adresse pour chaque appareil, mais on libère quand un PC a terminé, puis ça va juste permettre de quitter à l'Internet et la réponse de revenir, c'est tout. Ensuite, il nous reste le dernier. Donc, le dernier type de NAT, c'est la traduction de port ou overload. Donc, overload ou la traduction de port, c'est vraiment ce que tu vas utiliser à la maison, puis ce qui est utilisé dans la majorité des entreprises pour les employés, puis les utilisateurs, puis à la maison sur nos routeurs de maison.
Fait qu'on a juste une adresse IP publique, disons. J'ai une adresse IP publique, 209.165.200.226. Ça, c'est l'adresse publique du routeur, disons. J'invente. Ben, le routeur, au lieu de dire je vais donner une adresse à chaque PC parce qu'on manque d'adresses, là, c'est ça le problème. Si j'ai 2000 PC dans mon réseau, OK, ben, ils pourraient tout aller sur l'Internet puis on aurait juste une seule adresse IP publique, comme tu as à la maison. Tu as peut-être 10 PC, 10 appareils ou 20 appareils dans ton réseau local à la maison, sur ton Internet. Mais pourtant, tu as juste une adresse IP publique sur ton routeur que tu payes ton fournisseur pour. Donc, tu vois ici, j'ai l'adresse 200.226, puis la traduction de port va faire en sorte que le routeur va donner l'adresse IP à chaque appareil qui veut transiger. Fait que tu vois, 10.10, il est allé à l'Internet, 10.11, il est allé à l'Internet aussi. Mais on a utilisé un numéro de port source différent pour garder trace de qui est quoi. Fait que la traduction de port, ça nous permet d'emprunter tous la même adresse IP. Fait que si tu regardes, le PC1 dit « Hey, moi, je veux parler avec 209.165.201.1, port 80. » Il veut parler au serveur 1. PC2, lui, veut parler au serveur 2. Il veut parler à un appareil différent. Ben, le PC1 arrive au routeur. Le routeur dit « Ah, OK. » Ben, il dit « Je vais enregistrer ton adresse dans ma table pour savoir que tu quittes à l'Internet puis savoir à quelle adresse je t'ai attribué. Mais je vais attacher un port spécifique à ta communication pour savoir que c'est quand la communication revient que c'est toi. » Fait que si tu regardes ici, il y a le port 1555. Puis souvent, le routeur va essayer d'utiliser le même port source que le client. Puis ici, on a 1331, puis on a 1331. Fait que l'adresse IP est la même des deux côtés, OK, pour les deux PC. Fait que 10.10 s'en va parler à l'Internet ici, mais il va quitter avec le port 1555. Il prend l'adresse IP publique du routeur 1555 avec le port de 1555, puis l'autre, il va prendre 1331. Fait que là, le paquet du PC1 s'en va ici, il s'en va au routeur. Ah, il change le paquet, il met l'adresse IP 226.1555, ça s'en va au serveur 1. Le serveur 1 répond à l'adresse 209.165.226.1555 comme port de destination, ça s'en va ici. Puis là, le routeur dit c'est destiné à 209.165.200.226, port 1555. Ah, ben ça correspond à 192.168.10.10, port 1555. Fait qu'on utilise le port du client, le port source, qui est un port dynamique ou un port poubelle ou bidon, pour retracer l'origine. Fait que je peux avoir des milliers d'appareils qui peuvent aller sur l'Internet en même temps parce qu'ils vont tous avoir un port différent. Fait que le port, la traduction de port ou overload, ça nous permet d'avoir une adresse IP pour plusieurs appareils parce que tant qu'on n'épuise pas la quantité de ports disponibles pour une adresse IP, on peut continuer à faire du NAT sans problème. Fait que, logiquement, on a 65 535 ports. Ben, théoriquement, on aurait jusqu'à 65 535 traductions NAT possibles. Pas exactement parce qu'il y a des ports qu'on ne peut pas vraiment utiliser ou que le routeur n'utilisera pas, mais il y a beaucoup de ports que le routeur peut utiliser pour faire la traduction NAT. Fait pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Ben justement, on est capable d'utiliser beaucoup moins d'adresses comme ça. C'est ce que tu fais à la maison de traduction de port. Mais ça demande beaucoup de travail au routeur parce que là, imagine qu'on est 1000 à aller sur l'Internet en même temps. Il faut qu'il garde trace de 1000 connexions qui s'en vont à l'Internet, le retour, les rassocier aux bonnes adresses, enlever l'adresse IP, source, la changer. C'est beaucoup de job le routeur. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'adresse de disponible? Ben, on va combiner la méthode qu'on a vue en haut ici avec la méthode en bas ici. Fait qu'on va prendre un bloc d'adresse IP, puis on va faire la traduction de port dessus. Fait que chaque adresse IP me donne théoriquement 65 535 ports. Ben, si j'ai des milliers puis des milliers d'appareils qui vont sur l'Internet dans mon réseau d'entreprise, on va prendre la première adresse, disons, OK, 209.165.200.226, de 1 à 65 535. Là, quand on a fini, boum, on passe à la deuxième adresse. Puis là, on va prendre tous les ports. Boum, quand on a fini, on va prendre la troisième adresse jusqu'à ce que tout soit épuisé. Fait que théoriquement, si tu as deux adresses IP, tu as combien de ports de disponibles? Ben 65 535 x 2. Fait que tu peux avoir vraiment beaucoup de connexions sur l'Internet en même temps, logiquement. Fait que, avec ces trois types de NAT-là, on est capable de vraiment tout faire. La traduction de port ou la traduction NAT de port, ben, c'est comme la traduction dynamique. Ça permet aux gens de quitter à l'Internet. OK? Fait que si je regarde ici, on peut effacer. Wouhou! Fait qu'on peut effacer. Je suis capable d'aller à l'Internet. Fait que le PC, il est capable d'aller à l'Internet. Boum, il va emprunter l'adresse ici. OK? Puis il peut aller à l'Internet. Le serveur peut répondre. Ça va. Mais si
le serveur ou l'Internet tente de parler à notre PC ici, parce qu'il veut parler à lui, ben, comment il va faire pour lui parler? Il va parler à quelle adresse? Si l'Internet veut nous parler directement, ça ne marche pas. Fait que, si on récapitule tout ça ensemble, OK, rapidement, traduction statique, ça nous permet d'aller dans les deux sens. L'Internet peut nous parler directement, nous, on peut parler à l'Internet. Fait qu'on fait ça pour un serveur ou un appareil qui a besoin d'être accessible depuis l'Internet. Ensuite de ça, dynamique, ça donne plusieurs adresses IP. C'est une adresse pour un appareil. Ça nous permet de partager puis de ne pas gaspiller parce que c'est pas permanent associé à une adresse, mais on perd l'inconvénient d'être accessible depuis l'Internet. Puis le dernier, c'est traduction de port qui est le plus utilisé, c'est-à-dire chaque PC peut emprunter l'adresse IP du routeur, mais ça va être un port aléatoire. Puis quand on n'a plus de port, ben là, on n'a plus d'adresse, on n'a plus rien. C'est pas accessible depuis l'Internet. Fait que l'Internet ne peut pas communiquer avec nous. Puis on peut aussi, ben, en quatrième lieu, si on veut combiner dynamique puis overload, donc on peut faire un bassin avec la traduction de port, ça se fait. On va aller voir ça dans une prochaine vidéo, c'est quoi la différence. Mais je veux vous montrer 2-3 petits concepts pour terminer la vidéo avant qu'on passe à la prochaine étape. Fait que si tu regardes ici, j'ai déjà fait la configuration du NAT, puis je voulais vous montrer une couple de choses. Fait que ici, j'ai fait des différents types de NAT, puis on peut voir ici les résultats. Donc, ça, c'est une table d'adresse NAT, c'est la table de traduction NAT. Ben, il y a toujours 4 adresses qu'on va voir. Inside Global, Inside Local, Outside Local, Outside Global. Super simple, OK? On garde ça vraiment simple, mais Inside, c'est le côté, disons, là, c'est du point de vue de l'intérieur de notre réseau. Là. Fait que tu vois, 209, 165, 200, 225, c'est ce qu'on considère ce qui est local à nous. Fait que c'est, disons, c'est les adresses du routeur. Local, là, inside, là, c'est les adresses du routeur. Fait que c'est pas l'intérieur du réseau nécessairement, mais c'est les adresses qui sont propres au routeur. Fait que ça, c'est du point de vue du routeur, c'est lui. Tandis que outside, ben, pas inside, là, mais outside, là, ça va être vraiment là, les adresses qui sont à l'autre extrémité. Là. Fait que tu vois, inside local, c'est les adresses qui appartiennent au routeur. 592.168.20.254, ça fait partie de ces réseaux qu'ils connaissent et c'est des adresses à l'interne. 209.165.202.128, c'est une des adresses qui est connue ou appartenue du routeur. Fait que tout ce qui est inside, c'est localement pour le routeur. C'est les réseaux internes, c'est les adresses publiques externes à lui, c'est ce que le routeur utilise. Outside, c'est la destination. Fait que ça peut t'aider. Fait inside, c'est le routeur, c'est nous, c'est nos affaires, c'est nos réseaux, nos adresses internes ou externes. Tu sais, je sais que je viens de dire le mot externe, mais c'est nos adresses publiques. Tandis que outside, c'est la destination. Puis après ça, on a 2 autres termes, global et local. Local, c'est à l'intérieur du réseau ou la réelle adresse, puis tandis que global, c'est comme ce qui est traduit, c'est comme ce qui va être transformé en adresse publique. Fait que si je récapitule, puis si je regarde ici, ben, je vais regarder la première ou la deuxième ligne ici. 209, 165, 200, 225, ça c'est l'adresse NAT. Fait que ça c'est l'adresse qui est empruntée par le routeur pour transformer l'adresse interne ou l'adresse privée. Après ça, on peut voir un numéro de port, ça c'est du NAT overload. Après ça, j'ai l'adresse vraiment là, réelle, 192, 168, 1010, port 1025. Fait que inside local, du point de vue du routeur, c'est l'adresse du PC. Inside Global, c'est l'adresse qui va être traduite. C'est pour ça qu'en haut, dans la première ligne, tu peux voir un NAT statique que j'ai fait. 592.168.20.254, c'est le serveur, puis l'adresse Inside Global, qui est l'adresse traduite, c'est 209.165.202.128. Fait Inside Local, c'est la vraie adresse des appareils avant qu'ils soient natés. Inside Global, c'est l'adresse natée des appareils par le routeur. Ensuite, si on regarde Outside Local puis Global, ben, il n'y a rien pour le NAT statique parce que on fait juste transformer l'adresse du serveur, puis c'est permanent, puis c'est tout, c'est statique. Fait qu'on se fout de l'extérieur, il n'y en a pas vraiment besoin. Mais pour les autres traductions, ben on garde trace de la source puis de la destination. Fait que tu vois ici, j'ai fait une communication de PC 10.10, qui est le PC1, vers 209.165.201.30, puis 209.165.201.30, tu vois, c'est 2 fois la même adresse. Fait que tu vas voir souvent que outside local puis global, c'est souvent la même adresse ou 99% la même adresse. Pourquoi? Ben parce que du point de vue du routeur, l'adresse de la destination,
toujours la même. Lui, il ne sait pas s'il y a du NAT plus loin. Puis lui, il dit juste j'envoie le paquet à cette adresse-là. Fait que pour vous, vous allez trouver ça un peu comme redondant. Vous dire c'est la même maudite affaire. Outside local, global, c'est toujours la même adresse. C'est la destination. Fait que du point de vue du routeur, lui, sa destination, interne ou locale ou globale, c'est la même affaire. L'adresse externe, l'adresse qu'on rejoint, c'est toujours la même. Il n'y a pas de NAT de son point de vue. Fait que si je récapitule les 4 champs, dans la table, inside local, c'est l'adresse réelle de l'appareil, c'est l'adresse interne. Inside global, c'est l'adresse traduite. Outside local, c'est l'adresse réelle de la destination du point de vue du routeur. Puis outside global, c'est l'adresse traduite de la destination. Mais de son point de vue à lui, ça va très souvent être toujours la même adresse. Comme tu peux voir ici, c'est la même affaire, même affaire, même affaire, même affaire. Parce que le routeur, lui, il fait juste acheminer le paquet là-bas. Si je ferais du NAT de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est possible, ben là, je pourrais voir différents résultats pour outside local puis global. Mais pour vous, pour aujourd'hui, dis-toi, outside local, global, c'est l'Internet, c'est l'extérieur, c'est souvent la même chose pour nous pour le moment. Fait que là, il nous reste à parler d'un petit concept, c'est l'intérieur puis l'extérieur. Quand on va aller configurer le NAT, il faut qu'on spécifie ce qui est l'intérieur puis l'extérieur de notre réseau pour l'inside puis outside pour pouvoir faire le NAT. Fait que c'est super simple. L'extérieur, l'outside, ça va être quoi? Ben, ça va être l'Internet. Hein? Ça va être l'interface qui va vers l'Internet. Puis toutes les autres interfaces où est-ce qu'on veut que le NAT soit à l'origine, ben, le LAN 2, fait que ça va être inside, ça va être inside, ça va être inside du point de vue de routeur 2. OK. Fait on a vu le tour un peu des concepts du NAT. Je n'ai pas configuré le NAT encore. On va aller le configurer dans une prochaine vidéo, mais j'espère que ça t'a aidé pour comprendre les concepts du NAT. Je veux te rappeler et de dire 2 petits éléments avant qu'on se quitte pour cette vidéo. La première des choses, c'est quand je fais du NAT, il faut que j'utilise des adresses IP publiques. Je n'ai pas besoin d'utiliser du NAT avec une adresse IP de l'interface ou du réseau local de routeur 2. Fait que si tu regardes ici le NAT, j'ai fait exprès. J'ai du NAT avec des adresses qui ne sont même pas relatives au routeur 2. Regarde, 209.165, 202.128, 202.129, 130. Fait que j'ai un bloc d'adresses IP publiques. Fait que souvent, c'est le même que les entreprises font. L'entreprise, là, ou le routeur 2, là, qui est le routeur qui est branché à l'Internet de ma compagnie, j'ai peut-être une adresse IP publique 209.165.200.225. Ça, c'est l'adresse du routeur. Mais j'ai peut-être un bloc d'adresses IP publiques qui m'appartient à moi, qui n'a pas rapport. Fait que mon fournisseur d'accès Internet, il est conscient de ça, puis il va avoir des routes ou du routage pour se rendre à mon bloc d'adresse IP qui va dire pour te rendre à la bloc d'adresse IP de la compagnie de Benjamin, parle au routeur 2. Fait que si tu regardes là, le routeur ISP, là, ici, fait que ISP, si on regarde Enable, Show IP Route, ben, tu vois, ISP, là, il y a comme une route qui dit hey, pour parler à 209, 165, 202.128, là, il y a un masque, là, va sur l'interface série qui est .AR2. Fait que souvent, c'est le même qu'on va faire. Fait que, dis-toi, on n'est pas obligé de faire du NAT avec un bloc d'adresses qui est spécifique à l'interface externe ou Internet du routeur. On peut prendre des adresses par rapport. Il faut juste que le routage se fasse. Fait on a traduit d'interne à externe, ça va. Fait qu'ici, on va le faire comme ça dans la prochaine vidéo. Puis l'autre chose qui est importante avec le NAT, c'est que je sais qu'on est habitué à l'adresse réseau, on ne peut pas l'utiliser. L'adresse de diffusion, on ne peut pas l'utiliser dans un réseau. Hein? Je ne peux pas utiliser 192.168.20.255. Ça, c'est vrai dans un réseau local. Mais là, quand on fait du NAT, ce n'est pas des réseaux. C'est juste une traduction d'une adresse IP publique à privée. Il n'y a pas vraiment de réseau associé à ça. Fait que je vais te prouver dans la prochaine vidéo, quand on va configurer, que je peux traduire, faire du NAT avec une adresse qui serait techniquement une adresse réseau, parce que du point de vue de l'Internet, ce n'est pas un réseau, c'est juste une adresse spécifique que je traduis avec NAT. Fait que c'est des petites affaires à réfléchir et à penser à quand on va faire le NAT. Fait que j'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce. J'espère que c'est plus clair. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, laisse-moi un commentaire dans la vidéo. Sinon, laisse un petit like. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!